Bonjour et bienvenue à tous sur le second webinaire de YouPease. Alors cette semaine, nous sommes ravis d'accueillir Isabelle Guillemot qui est donc avec nous et qui va pouvoir nous informer et répondre à toutes les questions autour de la communication que l'on peut faire auprès de nos enfants par rapport à cette crise donc, du Covid-19. Bonjour Isabelle. Bonjour Anne-Charlotte. Du coup, ce que je vous propose, Isabelle, c'est dans un premier temps peut-être de vous présenter et de présenter un petit peu votre parcours. Et puis, on commencera par quelques petites questions que je vous poserai, histoire d'introduire un petit peu le sujet. Après quoi, on vous laissera effectivement à tous la parole pour que vous puissiez nous écrire et poser toutes les questions qui, aujourd'hui, vous tracassent et sur lesquelles vous avez envie d'obtenir des réponses. Alors, quel est votre parcours, du coup, Isabelle ? Alors moi, je suis psychologue depuis 12 ans. Je suis diplômée de l'école des psychologues praticiens de Paris. J'exerce en milieu hospitalier. J'ai travaillé en maternité. Je suis maintenant en service de cancérologie et soins palliatifs. Et voilà, ça c'est mon parcours actuel. Et puis j'ai fait plusieurs choses avec l'association Vaincre la mucoviscidose. Je suis aussi formatrice dans un institut infirmier. Voilà, je fais plein de choses et j'aime bien diversifier ma pratique. D'accord. Donc c'est un thème effectivement qui suscite aujourd'hui pas mal de questionnements. Le sujet aujourd'hui, c'est de se demander comment on explique, comment on peut rassurer nos enfants sur cette crise inédite. Ma première question serait effectivement le coronavirus aujourd'hui affecte nos enfants. Que ce soit effectivement d'un point de vue maladie, mais aussi leur environnement. Comment est-ce qu'on peut expliquer et qu'est-ce qu'on doit leur dire de cette pandémie ? Alors, ce qui est important pour parler aux enfants, c'est déjà de ne pas utiliser de mots qui font peur. Justement, confinement, pandémie, des mots qui ne signifient pas grand-chose, mais qui sont relayés beaucoup par les médias et qui ont l'air d'être des gros mots. C'est important d'expliquer que le confinement, c'est un temps de protection, qu'on se confine pour se protéger et protéger les autres. Et que voilà, qu'on reste à la maison pour ne pas donner des microbes ou une maladie qui serait dangereuse et pour ne pas l'attraper non plus. Donc le confinement, c'est un temps de protection. Et ça, c'est quelque chose de rassurant pour les enfants. On n'est pas en prison, on est dans notre cocon, on se protège les uns les autres. C'est un temps de solidarité, donc ça, c'est aussi important de le dire. Le coronavirus, c'est un virus, c'est une maladie, c'est une forme de grippe, on peut raccrocher avec des choses que les enfants connaissent. C'est important de leur dire que généralement, pour eux, ça n'est pas une maladie très très dangereuse, mais qu'on se protège les uns les autres parce qu'il y a des personnes qui sont plus fragiles, pour qui ça va être plus dangereux. Très bien. On évoquait effectivement tous ces mots et tout ce vocabulaire qui peut être véhiculé par les médias et peut-être par l'environnement. Comment on gère justement toutes ces informations ? Les enfants peuvent être eux-mêmes à même de consulter les informations, soit par eux-mêmes, soit parce qu'ils les entendent. Comment on peut gérer tout cet afflux d'informations ? Alors, c'est important pour les plus gros, pour les plus grands, pour les enfants les plus grands, les ados, de leur poser des questions souvent sur ce qu'ils reçoivent sur leur portable, parce qu'ils sont soumis à des informations qui leur arrivent en direct sur leur portable, qui ne sont pas forcément filtrées. Il y a pas mal d'alertes. Donc, c'est important de reprendre avec eux, tiens, qu'est-ce que tu as pu lire aujourd'hui, de reposer des mots là-dessus. Et pour les plus jeunes, je dirais jusqu'à 10 ans, il y a vraiment nécessité de ne pas regarder la télé en même temps qu'eux et de ne pas relayer trop d'informations. Il y a eu au début du confinement beaucoup d'angoisse par rapport aux images. Il y a eu beaucoup de médiatisation de personnes intubées, ventilées, etc. C'est une des situations les plus graves du coronavirus, mais d'abord, il y a eu plein de guérisons. Travaillant à l'hôpital, j'ai pu constater que la majeure partie des patients guérissent. Donc ça, c'est aussi une information qu'on peut relayer aux enfants. On peut guérir du coronavirus. Même si on n'a pas encore toutes les solutions médicales, on peut en guérir. Et puis, les plus jeunes, je crois qu'il ne faut pas qu'ils soient devant la télé. Il faut que ce soit les parents qui donnent des informations. Et puis, voilà, de donner aux grands, les ados, là, leur dire qu'on en guérit, leur dire qu'il y a plein de formes différentes, avec des gravités différentes, et filtrer un petit peu les infos. Si on sort du confinement dans un mois, c'est que la situation s'améliore et je pense qu'il faut commencer à relayer cette forme d'information auprès des enfants aussi.
D'accord. On parlait des mots à utiliser pour décrire la situation. Et effectivement, vous disiez éviter d'utiliser des mots comme pandémie, par exemple. Est-ce qu'il y a des mots un peu plus appropriés? Comment on décrit? On parle quand même de choses qui peuvent être assez graves. Il peut y avoir effectivement un lien qui est fait avec la mort. Comment on peut décrire cette situation avec des mots justes? C'est pas toujours évident. Alors, pour le mot pandémie, donc c'est une épidémie mondiale. Ça veut dire qu'on peut dire que la maladie, elle est partout dans le monde, pour les enfants les plus jeunes. De dire que c'est une maladie qu'on ne sait pas encore soigner complètement, c'est pour ça qu'on se protège. Qu'on reste donc en protection, confiné. On peut aussi dire aux enfants que les médecins ils sont en train de chercher, qu'ils vqu'il trouver. Il y a plein de médecins qui se sont mis à faire des recherches pour ça. Voilà, il faut essayer de donner des explications plutôt que de balancer des mots. Ouais. Voilà. Alors, je crois aussi qu'il faut commencer par... on n'a pas tout à expliquer forcément. Il faut répondre simplement aux questions des enfants quand elles viennent. On n'a pas toujours à donner d'explications sur tout. Les adultes ont besoin pour avancer de beaucoup d'explications, de comprendre les choses, etc. Les enfants, surtout les petits-enfants, si on leur donne des réponses claires et qui sont rassurantes, ils ne vont pas poser des questions tout le temps. Voilà. Donc déjà, s'en tenir aux questions que les enfants posent pour les plus jeunes. Et puis les ados, par contre, de savoir où ils en sont de l'information et de réajuster quand il faut. Alors attention à nous aussi en tant qu'adultes de ne pas relayer les informations des médias. On a des médias qui sont fiables, de rechercher aussi des choses, des informations un petit peu plus factuelles et pas d'être forcément dans les statistiques, pas être forcément dans ce qu'on entend dire un petit peu partout, mais être vraiment dans des choses factuelles et plus fiables. Est-ce que du coup, c'est à nous, en tant que parents, de peut-être d'orienter ces adolescents vers un média plus qu'un autre, de leur donner peut-être un conseil sur un site à suivre ou des alertes à se mettre? C'est peut-être à nous d'avoir ces conseils-là. Alors, je pense que les ados ne doivent pas forcément chercher tout seuls. Alors, je ne vais pas citer, mais on sait qu'il y a des chaînes d'information qui sont plus fiables que d'autres. Je pense que globalement, de regarder, et pas tous les jours, mais peut-être une fois par semaine, des informations à 20h sur des chaînes classiques, ça peut être une chose pour les ados qui sont en demande, hein, une chose fiable. Sinon, je crois qu'il ne faut pas trop laisser les ados aller chercher tout seuls, il faut plus leur demander les questions qu'ils ont. Et puis nous, rechercher des médias, les médias auxquels on a confiance, les journaux aussi, hein, on a accès à des sites de quotidiens qu'on peut trouver sur Internet et qui vont être plus factuels et qui ne vont pas forcément être dans des grands mouvements de rumeurs ou de... Voilà. Bien sûr. Au-delà de effectivement expliquer cette crise, il y a du coup plein de choses qui, dans notre manière de vie, dans nos modes de vie, sont en train de changer, et notamment ces fameux gestes barrières et des nouvelles règles de vie qui sont liées à cette situation financière, sanitaire, lapsus. Comment est-ce que on apprend aux enfants, particulièrement aux jeunes enfants, ces gestes barrières et ces nouvelles règles de distanciation sociale dont on parle, qui sont peut-être plus faciles à appliquer chez des adultes? Comment on fait avec des jeunes enfants? Alors, les règles sanitaires, ce sont des règles d'hygiène pour certaines qu'on devrait tous respecter. Se laver les mains régulièrement, ça peut être l'occasion, cette crise, cette période, de réintroduire le lavage de mains un peu systématique pour enlever les microbes, d'expliquer que on ne s'approche pas trop les uns des autres, ni des gens dans la rue, pour ne pas leur donner, encore une fois, pour se protéger soi-même et protéger les autres. Alors, ce qui est le plus difficile pour les jeunes enfants, c'est de ne pas faire de bisous. Alors oui, en ce moment, effectivement, quand on va à l'extérieur, on ne fait pas de bisous aux gens qu'on connaît, on ne s'approche pas d'eux. Je pense que ce qu'il faut dire aux enfants, c'est qu'après, on se rattrapera. Ça, c'est pour les jeunes enfants. Les ados, ils n'aiment pas trop faire de bisous parfois, donc ça peut les arranger aussi, cette période-là. On se rattrapera en termes de bisous. Et puis, quand on a un parent qui peut être soignant, parce qu'il faut aussi penser à eux, qui peuvent être du coup exposés, et on va faire moins de bisous à ses enfants, on peut faire des caresses
On peut lire un livre même en étant un petit peu à distance. Trouver d'autres stratégies pour les petits-enfants. On peut instaurer d'autres petits rituels, se faire des bisous voilà, avec la main comme on sait faire. Voilà, je pense aux parents soignants qui sont parfois aussi, qui doivent faire très attention à leurs enfants parce qu'ils sont exposés. Voilà, on peut instaurer d'autres petits rituels de réconfort, faire un petit massage dans le dos, après s'être lavé les mains, à la place des bisous pour un temps. Et surtout, ce qu'il faut dire aux enfants, c'est que tout ça n'est pas définitif. On commence à avoir des dates théoriques de sortie de confinement, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est pas définitif. On va bientôt, enfin, on va sortir à un moment donné de cette situation-là et les choses reprendront un cours plus habituel pour eux. Il faut leur donner cet espoir-là. On ne peut pas donner de date encore, mais en tout cas, déjà dire aux enfants et aux petits-enfants que ce n'est pas définitif. D'accord. Très bien, très intéressant. Justement, voilà, on se le disait on se le disait, et je pense que tout le monde a commencé à en parler. On commence à nous donner un horizon, en tout cas à cette période. Volontairement, aujourd'hui, on ne traitera pas forcément de cet après-déconfinement parce que c'est encore trop loin. Justement, quels sont les conseils à donner? Il y a des dates qui sont sorties et sûrement des adolescents qui aujourd'hui peut-être spéculent sur une reprise de l'école, ce genre de choses. Comment est-ce qu'on communique sur cette période qui est encore incertaine et sur ces dates qui sont données? Alors, il faut être très prudent parce qu'il ne faut pas créer du découragement si les choses ne se passent pas comme elles sont annoncées. On a une date qui est théorique, donc on peut projeter les adolescents en leur disant, de toute façon, je pense que beaucoup ont assisté au discours du président Macron, donc je pense que beaucoup ont l'information. Dans la mesure où on ne sait pas, en tant que parent, c'est important, on a le droit de dire qu'on ne sait pas encore et de ne pas trop projeter les enfants dans une reprise comme avant. Parce qu'on est à peu près sûr que, en tout cas pour la fin de l'année scolaire, ça risque de ne pas être comme avant. De même qu'on ne sait pas si les activités extrascolaires vont reprendre, le sport, etc. Donc il faut beaucoup de prudence, parce que si on projette les enfants, et notamment les grands enfants, les ados, dans des choses très précises, ils risquent d'être déçus et d'avoir un sentiment de frustration qui est déjà lié au confinement, qui va se majorer, voire même de déprimer un peu. Donc il faut être très prudent et humble par rapport à ça, et en tant que parent, on a le droit de dire qu'on ne sait pas, et qu'on prendra les informations et qu'on leur donnera au fur et à mesure qu'on les aura. Très bien. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. L'idée, c'est effectivement de pouvoir introduire le thème. Donc, si vous avez des questions, on vous laisse participer. Sur le côté droit de l'outil, vous avez un chat. N'hésitez pas. Voilà, s'il y a des sujets que vous voulez aborder sur lesquels on n'a pas peut-être aujourd'hui encore, en tout cas, pour le moment, apporté d'informations. On voit qu'il y a des premières questions qui arrivent. Cadrer les cours comme à l'école ou lâcher, comment est-ce qu'on dose? Effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de familles qui se retrouvent à faire l'école à la maison. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on impose un rythme? Est-ce qu'on est plus souple? Quelles sont les règles à essayer d'avoir? Comment on gère? Alors, j'ai envie de répondre les deux. Cadrer et lâcher. C'est-à-dire qu'il faut, pour les enfants, c'est important de leur maintenir un rythme pour qu'ils aient l'impression que ce temps ne s'étire pas de manière éternelle. Là, si on ne donne plus du tout de rythme aux enfants, ils sont complètement perdus et du coup, ils ont l'impression d'être dans un temps qui s'étire. Donc, c'est important d'avoir des temps cadrés, des temps d'école, de structurer un petit peu les journées et puis d'avoir des temps où on lâche complètement. Alors, par exemple, le week-end ou en vacances scolaires, on est en période de vacances scolaires pour certaines régions, là. Donc, c'est important d'avoir un peu les deux. Le week-end, autoriser des temps où, à la limite, les enfants doivent traîner en pyjama, petits comme grands, de structurer un peu leur journée comme ils veulent. Et puis, à d'autres moments, d'imposer un rythme où on se lève, hein, pas quand on a envie, mais on se lève à un horaire fixe. Où on a des cours, on travaille sur une matinée par exemple, et puis après le repas, il y a un temps de loisir, et puis on s'y remet un petit peu le soir. Voilà, d'abord parce que les parents qui sont en télétravail, ça les aide, les enfants, ils se structurent un peu. On ne peut pas travailler puis avoir des enfants qui font n'importe quoi en même temps. Et puis parce que ça aide les enfants aussi. Les enfants sont très structurés entre l'éducation nationale, l'école, les activités, etc. Les enfants de cette génération-là ont des rythmes assez soutenus.
avec beaucoup d'activités. Et le vide, d'un coup, ça peut créer une phase dépressive. Donc, je pense qu'on est passé, là, ça fait un mois maintenant. Mais courage les parents, maintenez un semblant de rythme pour les enfants. Ça vous aidera vous et puis ça les aidera à pas déprimer parce qu'on a encore au moins autant de confinement à faire. Et voilà, ça peut être long. Donc, voilà, de reprendre les cours, de reprendre l'école. Quand ça va être le temps des vacances va finir, faites-leur reprendre l'école. Alors, la quantité de travail, à vous d'adapter en fonction de ce que vous pouvez faire en tant que parent, en fonction du temps que vous avez. Les grands enfants, il faut les autonomiser aussi. C'est un temps où ils peuvent développer des compétences, travailler tout seuls et puis revenir vers vous, comme ils font à l'école. Je sais que même les petits sont souvent guidés sur des activités de 5-10 minutes tout seuls. Voilà, on peut réinstaurer ça. Très bien. Une autre question nous arrive. Comment parler de la deuxième vague du virus sans angoisser, sans l'idée de on ne sortira jamais, quand on a déjà utilisé le joker, écoute, je ne sais pas, je me renseigne et je te dis. Effectivement, il y a ce risque que cette fameuse date ne soit pas encore en tout cas la bonne, qui est même peut-être un début de reprise puis une deuxième vague. Comment est-ce qu'on arrive à les projeter sur du aussi long terme finalement? Alors, dans la mesure où cette deuxième vague, on ne sait pas si elle va arriver et qu'on a encore un mois à tenir, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas les projeter dans un risque pour le moment. Si on avait des infos à ce moment-là, on dirait aux enfants, on rétropédalerait en leur disant voilà, il y a des nouvelles informations. C'est forcément anxiogène de dire aux enfants que on risque ou on peut ne pas sortir le 11 mai, mais qu'il peut y avoir une deuxième vague. Et ça peut les priver d'espoir. Alors, comme il y a encore un mois à tenir déjà, moi, je propose de ne pas trop donner d'infos. On ne sait pas s'il y aura cette deuxième vague. Il est possible qu'elle soit moindre grâce au confinement, justement. Donc, c'est important de ne pas aller dans ce sens-là pour le moment, de dire qu'on s'en tient à ce qu'on sait et que ce que vous savez actuellement, c'est ce que le président a annoncé, qu'il prévoit que les choses se passent comme ça. Il y a des instances médicales qui sont derrière, donc on peut quand même se fier un petit peu aux informations qui sont données. Mais on ne peut pas aller dans cette projection sur une éventuelle deuxième vague, parce que c'est trop incertain et que c'est à nouveau angoissant. Donc voilà, dans la mesure où on n'a pas de délai, je pense qu'il vaut mieux ne pas en parler. D'accord. Est-ce que n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à participer. Vous, Isabelle, est-ce qu'il y a des questions alors, je sais que vous êtes vous-même maman. Est-ce qu'il y a des questions que vous posent vos enfants et qui pourraient effectivement servir à tous nos participants aujourd'hui, sur lesquelles les réponses étaient peut-être pas évidentes au début? Alors moi, je suis maman de 4 enfants. J'ai à la fois des ados et des plus jeunes, donc j'ai un panel de questions différentes. Je crois que les questions des enfants, enfin en tout cas des miens, c'est sur notre santé. Alors moi, je suis moi-même soignante, donc c'est vrai que c'est sur la santé. Moi, j'ai beaucoup rassurée au début sur le fait que c'était une maladie dont on pouvait guérir. On applique nous-mêmes les gestes barrières chez nous. Il a fallu rassurer beaucoup les enfants sur le fait que, avec la médiatisation qu'il y avait eu, que c'était aussi une maladie dont on pouvait être soigné. Voilà. Donc c'est ces questions-là sur lesquelles moi j'ai pu insister aussi. Et puis d'essayer, quand les enfants sont un petit peu découragés, non pas d'enjoliver les choses, mais de voir ce qu'il y a de bon dans cette situation. D'essayer de redonner de l'espoir en leur disant que voilà, on a déjà fait un mois. Moi, je leur dis, on a déjà fait un mois. Vous vous rendez pas compte, mais on a déjà fait un mois. Vous avez déjà tenu jusque-là. Et puis voilà, par rapport à la reprise du sport, c'est des questions qu'il y a chez moi. Je fais très attention de ne pas répondre pour le moment. On a entendu aussi notamment qu'il n'y aurait pas de rassemblement jusqu'à mi-juillet, etc. Donc on sait qu'on ne va pas se retrouver dans les conditions d'avant tout de suite. Et c'est des choses sur lesquelles j'insiste. On ne sait pas comment ce sera, mais je ne projette pas mes enfants dans la situation d'avant, parce qu'on est sûr que ce ne sera pas comme ça. On est sûr qu'on ne pourra pas se retrouver tout de suite dans des foules, dans des événements agréables, peut-être dans des compétitions sportives notamment. On est sûr que ça n'aura pas lieu. Donc voilà, je donne des petites touches comme ça à partir de ce que j'ai pu comprendre des informations récentes.
D'accord. Très intéressant. Alors, j'ai des questions, je crois, qui sont en train d'arriver. J'attends quelques petites secondes. Euh, Effectivement, hein, tout l'enjeu en ce moment, c'est de pouvoir garder effectivement cet élan et en tout cas assez de choses positives, là où on n'arrive pas à avoir de calendrier et de choses très précises qui nous sont avancées. Alors, je vais peut-être ajouter une chose. Si les enfants, à un moment donné, tournent en rond, vous avez l'impression qu'ils dépriment, c'est aussi normal sur une durée. Les petits-enfants n'ont pas de notion du temps, donc ça va leur sembler interminable. Un jour, une semaine, mais ils n'ont pas cette notion-là. Donc, les petits-enfants vont certainement, en ayant moins de repères que les grands, se décourager parfois, être un petit peu plus irritable, un peu plus triste, contrarié. Voilà. Par rapport à la frustration que cette situation génère, on peut avoir des petites sources de réconfort. On fait un petit apéritif en famille une fois par semaine, où on donne, on fait des gâteaux. Voilà, on compense un petit peu la frustration qu'on ressent nous-mêmes, adultes, en étant privés de nos réseaux sociaux, de nos amis, de notre famille. Les enfants ont ce manque-là. Pensez bien aussi à mettre les petits-enfants en contact avec leurs oncles et tantes, leurs cousins, etc. Quand ça manque, il peut y avoir aussi ce manque-là que les petits ne savent pas exprimer, de dire aux enfants, si tu as envie d'appeler quelqu'un, eh ben, on va tu téléphones. Alors les ados, ils ne savent plus le faire, ça, ils chattent, mais ils ne savent plus téléphoner, mais on peut entendre la voix pour les enfants, les petits, ça fait du bien. Alors, j'ai une question qui est arrivée. Comment agir avec les enfants de 3 ans? Même si on les occupe beaucoup, il y a des moments de grande nervosité. Comment agir face à cela? Alors, comment on fait? Effectivement, aux 3 ans, c'est des tout petits enfants. Et au bout d'un moment, on peut peut-être arriver à court d'occupation, surtout dans un environnement qui est peut-être clos et pas très grand. Alors c'est tout à fait, cette grande nervosité, elle peut illustrer du ras-le-bol, de la frustration, un sentiment d'incompréhension de ce qui se passe, etc. On peut dire aux enfants, j'ai l'impression que tu es fâché aujourd'hui, d'essayer de savoir ce qu'il y a comme émotion derrière. Tu es fâché, tu es triste, tu es en colère, tu en as marre. C'est vrai que les enfants sont beaucoup dans la décharge motrice, les petits enfants. D'habitude, ils vont en récréation, ils courent un quart d'heure, plusieurs fois par jour. Ils courent peut-être sur le chemin de l'école. Enfin voilà. Donc là, le confinement, il est compliqué pour ça. Je sais qu'on a le droit de sortir avec les enfants 1 heure par jour, peut-être essayer quand les enfants sont trop nerveux d'avoir ce temps-là ou de profiter qu'ils soient énervés pour peut-être sortir avec eux si c'est possible. Sinon, mettre une petite musique douce, autoriser le petit dessin animé sur une chaîne adaptée, voilà, pour se calmer, faire un câlin, lire une histoire. Mais nous, parents qui n'avons pas 3 ans, sommes parfois très énervés en confinement aussi. Donc voilà, c'est fatigant. On n'a pas l'habitude en tant que parents d'être aussi longtemps avec nos enfants, avec nos familles, et nos enfants n'ont pas l'habitude. Donc c'est difficile pour tout le monde et c'est humain. Voilà, donc ils ont le droit d'être énervés, vous avez le droit d'être énervés, ils vous énervent, vous les énervez, c'est bien légitime. Trouver des petites parades et puis être dans l'acceptation. On peut dire, oh bon, t'es énervé, t'en as peut-être marre d'être enfermé, t'en as peut-être marre de ne pas aller à l'école, ou est-ce que ta maîtresse te manque, tes copains te manquent, ou mamie, papy, voilà. De mettre des mots autour de ça, puis de trouver des petites parades. Une autre question. Bonjour, ma fille est à la fois contente d'être à la maison avec nous et me dit qu'elle est également triste parce qu'il y a des gens qui meurent. Et je ne sais pas si je dois la questionner plus sur cela ou juste la laisser déposer ses sentiments. Alors, que faire? Effectivement, ce qu'on se disait, hein, il y a un lien effectivement avec la mort. Comment on explique ça? Et puis, si on a des proches aussi qui sont touchés par justement ce virus et par cette mortalité, comment on gère et comment on explique? Alors justement, il y a des enfants qui sont très sensibles, qui vont être impactés sur le plan émotionnel parce qu'ils arrivent, des enfants très empathiques. Là, ça sera intéressant, je ne sais pas quel âge elle a, cette jeune fille, mais ça sera intéressant de lui demander si elle a vu des choses qui lui ont fait de la peine, lui poser des questions, effectivement, la questionner sur mais tu as tué quelqu'un, est-ce qu'une de tes amies a perdu quelqu'un, est-ce que tu as vu quelque chose qui t'a fait de la peine? Si ce n'est pas le cas, c'est aussi de l'empathie générale par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et c'est important, 7 ans. Donc elle est jeune. Je vois qu'elle a 7 ans. Merci.
d'avoir répondu. Elle est jeune, donc c'est important de voir si elle a vu des choses qui lui ont fait du mal, qui lui ont fait de la peine, qui l'ont choquée, ou si c'est son empathie, si elle est simplement très sensitive, sensible, de la bonne façon, hein, c'est positif, vis-à-vis de ce qui se passe. Et là, il faut la réconforter et effectivement essayer de lui dire que oui. 7-8 ans, c'est l'âge où les enfants commencent à prendre conscience de l'irréversibilité de la mort. Elle est peut-être un petit peu, voilà, elle est très empathique, répond la maman. Voilà, elle est peut-être un petit peu en avance aussi sur cette notion que la mort est irréversible. Les tout jeunes enfants n'ont pas cette notion-là. On meurt, on revit, tout est possible. Les enfants, quand ils grandissent, vers 8-9 ans, prennent conscience de cette irréversibilité de la mort. Et c'est aussi un moment qui est difficile de comprendre que finalement, on est mortel et que si on est mortel, nos proches sont mortels et qu'on est à un moment donné séparés. Et voilà, si votre fille est sensible, empathique, elle peut avoir cette prise de conscience à ce moment-là. Il faut l'entourer, la réconforter. Et puis, quand même, balayer les questions, les images qu'elle a pu voir. Merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Vous, Isabelle, est-ce qu'il y a des points que vous vouliez qu'on aborde, peut-être des questions qui vous sont venues aussi par rapport à votre expérience, votre entourage? Alors moi, je vais m'adresser aux parents, là, tous, ne culpabilisez pas de ne pas supporter, de ne pas arriver à supporter vos enfants tout le temps. Sachez qu'ils ne vous supportent pas non plus. Alors les ados vous diront, hein, les jeunes n'osent pas encore dire, mais les ados, je n'aime pas vous le dire, c'est normal. Ce confinement, il suscite des contraintes sur tout le monde. Donc surtout, je vous encourage à ne pas culpabiliser en tant que parent. Oui, j'imagine qu'effectivement, il faut déjà, voilà, en tant que parent, il faut déjà être assez positif pour pouvoir après accompagner ces enfants dans cette période difficile. Est-ce que les participants ont d'autres questions? Est-ce que vous vouliez que nous abordions d'autres sujets? N'hésitez pas, c'est encore l'occasion. Très intéressant, en tout cas, merci beaucoup Isabelle, ça nous a permis d'aborder pas mal de points, essayer effectivement d'avoir voilà, des petits conseils pour mieux vivre cette période très particulière. Ce qu'on vous propose, c'est qu'effectivement, il y ait, pourquoi pas, un autre webinaire qui, là, cette fois, parlera un peu plus de cette période de déconfinement. Pas tout de suite, parce que c'est encore, effectivement, peut-être un petit peu trop, voilà, un petit peu trop récent en termes de date, et puis qu'on n'a pas vraiment de certitude de ce qui va se passer. Alors, j'ai une remarque, effectivement, dans la mesure du possible, faites du sport avec vos enfants, même en appartement, ça fait un bien fou. Je pense que vous confirmez, Isabelle, ça fait pas de mal de se dépenser un peu physiquement. Oui, eux, ça leur permet, les enfants, d'avoir une décharge motrice, hein, dont je parlais tout à l'heure. D'abord, ça aussi, ça crée du lien, de faire des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire, des activités inédites. Demandez-leur à vos enfants ce qu'ils ont envie de faire avec vous, s'il y a des choses que vous n'avez jamais faites avec eux jusque-là et qu'ils auraient envie de faire, ça peut vous donner des idées. Faites-les participer aussi, ça on ne l'a pas dit, aux tâches quotidiennes. Qu'on ait 3 ans ou 15 ans, on a 2 mains. Donc on peut contribuer, participer. Les plus grands peuvent donner des idées de menus, ça les intègre, ça leur donne des responsabilités. Les plus petits peuvent aider, mettre le couvert, des choses comme ça. Ça vous déchargera, vos parents, ça leur donnera une utilité, une impression de faire des choses aussi. On peut instaurer un ménage en famille avec des tâches pour chacun. Le sport, effectivement, vous avez complètement raison, Karine, c'est quelque chose qu'il faut entretenir, non pas pour sa santé, mais pour sa santé psychique déjà, pour que les enfants puissent décharger. Si on n'a pas envie, on trouve des petites applis, on peut faire des activités en fonction des âges des enfants. Il y a plein de choses qui existent. Merci pour cette remarque. Effectivement, maintenir une activité physique, parce que le confinement, il empiète sur ça d'abord, sur la motricité. Très bien. Danser, on nous dit danser aussi, pardon. Danser, oui, tout à fait. Et peut-être plus accessible en appartement, en plus, un peu de danse. Voilà. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et voilà, n'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes. Merci beaucoup Isabelle. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, Isabelle? Non, je vous remercie à toutes pour vos questions, pour votre accueil, pour votre intérêt.
On sera ravis du coup écoutez, d'envisager une suite, effectivement avec des sujets tournés vers l'avenir et vers l'actualité, en tout cas ce qu'elle présage. N'hésitez pas, on communiquera bien sûr sur ces webinaires. Merci à tous de votre participation. Ce webinaire sera disponible du coup en replay et vous recevrez un mail avec un lien pour tous les participants inscrits. N'hésitez pas à le partager à votre entourage. Voilà, c'est question de peut-être vous aider et accompagner votre entourage. Merci beaucoup Isabelle. Bonne journée à vous. À très bientôt, Charlotte. Au revoir. Au revoir.